une eau potable? Alors ça aussi c'est une bonne question. Une eau potable, il y a une réglementation qui est gérée par les services sanitaires de l'État qui définit sur près de 300 critères la potabilité d'une eau. Donc je ne vais pas exposer ici tous les critères, mais il y a toute une liste de critères qui définit strictement par la loi si l'eau est potable ou pas potable. C'est pas la mairie qui décide si l'eau est potable ou pas potable. L'eau est-elle polluée avant l'utilisation? Si on prend l'utilisation comme l'eau que les humains utilisent, elle peut être polluée avant utilisation. Donc, ce que l'on verra tout au long de cette conférence, c'est que l'eau est fortement liée aux activités humaines. Alors, je vais prendre juste un petit exemple. Quand on met, par exemple, dans l'atmosphère des polluants, ils peuvent retomber avec l'eau de pluie, retomber à travers les sols, et se retrouver dans des ressources en eau, et ensuite être distribués. Et là, on peut très bien avoir une eau qui peut être polluée avant utilisation. Alors, on verra tout à l'heure que les normes, les stations de traitement des eaux brutes permettent de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas d'eau polluée dans nos milieux à nous avant utilisation. Et par contre, la situation peut être très différente dans d'autres pays du monde que la France, bien sûr. L'eau du robinet est-elle finalement sans risque si on la boit? Alors, l'eau du robinet, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé de France. C'est sur ce produit, sur l'eau, parce que l'eau en tant que produit alimentaire qu'on consomme tous les jours, c'est le produit alimentaire sur lequel il y a le plus de contrôle sanitaire. Donc c'est aujourd'hui le plus sûr, pratiquement, c'est ce qu'il y a de plus contrôlé en tout cas en France. Il y a des normes extrêmement strictes qui définissent ce qu'est une eau potable et ce qui n'est pas potable. Donc pour chaque paramètre, que ce soit les bactéries, donc s'il y a une bactérie dans l'eau, elle n'est pas potable, donc il faut qu'il y ait zéro, il ne faut pas qu'il y ait de plomb, il faut pas qu'il y ait... Il y a presque 300 paramètres, et chaque paramètre, il y a un seuil qui dit si vous êtes au-dessus de ce seuil, votre eau n'est pas potable. Et donc des contrôles, il y en a toutes les semaines, ça dépend des communes, les distributeurs d'eau font des contrôles très réguliers, donc oui, l'eau du robinet, sans aucun doute, est potable et sûre. Quelles sont les sources de pollution de l'eau et qu'est-ce qui pollue l'eau? Il y a trois principales sources de pollution qui s'organisent en deux grandes catégories. Alors je vais essayer d'être le plus simple possible. Les deux principales catégories sont des pollutions plutôt ponctuelles. Ce sont les villes et les industries. Alors pourquoi on dit ponctuelles? Parce que souvent les villes polluées avec des très gros tuyaux d'égout qui maintenant ont été reliés avec des stations d'épuration. Et les industries, eh bien, c'est pareil, laissaient des tubes qui larguaient de l'eau plutôt polluée dans les rivières et les ruisseaux. Et la deuxième grande catégorie de pollution, elle est beaucoup moins ponctuelle, elle est ce qu'on appelle diffuse, c'est-à-dire qu'elle est répartie sur l'ensemble du territoire et elle est liée à l'agriculture. C'est-à-dire que là, c'est l'ensemble de petits champs, des petits prés qu'il peut y avoir sur l'ensemble du territoire qui peuvent être source de pollution. Pourquoi les algues vertes sont dites polluantes? Alors les algues vertes en tant que telles, elles ne sont pas si polluantes que cela, mais elles ont tendance à changer complètement la vie des plages où elles s'installent. Alors les algues vertes, ce sont les petites algues, contrairement aux grandes algues brunes que vous connaissez tous, enfin surtout ceux de l'essai, parce que eux, ils ont l'occasion de se promener sur les plages. Pour Saint-Miel, c'est peut-être un peu plus loin, donc ça ne pense qu'aux vacances. Eh bien, ces petites algues vertes, quand elles se développent, elles mangent tout l'oxygène présent. Et pour les autres espèces vivantes, sans oxygène, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il y a une compétition très forte pour l'oxygène, créée par la vie de ces algues vertes. En fait, elles prennent tout l'oxygène présent. Donc, c'est la raison pour laquelle elles sont dites polluantes. Donc, en tant que telles, ce n'est pas tellement pour nous, humains, mais c'est pour toutes les autres espèces vivantes dans les baies où elles se développent, qu'elles mangent l'oxygène en laissant très peu pour les autres espèces vivantes. Pourquoi ce phénomène de marée verte est-il essentiellement localisé en Bretagne et très peu en Normandie? L'agriculture normande est plus extensive, beaucoup plus liée à la culture de l'herbe. L'agriculture bretonne est beaucoup plus intensive, liée à la culture de maïs et à des importations très importantes de soja pour compléter l'alimentation des vaches laitières. Et je rajoutais en plus qu'il y a très peu de cochons en Normandie, il y a beaucoup de cochons en Bretagne. Et que quand on additionne tous les animaux bretons
Eh bien, on va être précis. Il y a 11 fois plus d'animaux en Bretagne qu'en Normandie. Alors, je ne dis pas qu'il faut que la Normandie fasse aussi bien, mais la différence est là. Comme l'agriculture est moins intensive en Normandie qu'en Bretagne, les ruisseaux, rivières et petits fleuves qui arrivent jusqu'à la côte transportent beaucoup moins de nitrates et de phosphates en Normandie qu'en Bretagne. Et comme les algues vertes poussent bien, parce que ce sont des plantes, si elles ont beaucoup de nitrates et de phosphates, elles poussent très bien en Bretagne, là où arrivent les petits fleuves côtiers, et elles poussent très mal en Normandie. Comment ces algues sont-elles pu tuer tout un troupeau de sangliers cet été en Bretagne? Alors le troupeau de sangliers, c'est assez amusant parce qu'en plus il y avait beaucoup de jeunes. Et donc c'était surtout des marcassins. Donc on peut dire deux choses. Un, les laits, donc la lait est la maman sanglier. Hein. Les laits ont très mal éduqué leurs petits marcassins en les laissant courir et tomber dans les algues vertes. Et donc, deuxième point, si jamais un jour vous courez, ne tombez pas dans les algues vertes. Alors pourquoi il ne faut pas tomber dans les algues vertes qui sont en petits tas le long des plages? Parce que les algues vertes, quand elles pourrissent, dégagent de l'H2S, de l'hydrogène sulfuré. C'est un gaz extrêmement toxique. Alors vous avez une occasion de vous en sortir quand même vivant facilement, c'est que ça sent incroyablement l'œuf pourri. Donc quand vous sentez l'œuf pourri, surtout vous n'insistez pas, vous arrêtez de respirer, vous reculez, et vous n'allez pas mettre votre tête dans l'odeur d'œuf pourri. C'est la différence entre l'homme et les sangliers. Et la différence entre vous et les sangliers, c'est que les petits sangliers n'ont pas appris ça. Et ils sont tombés la tête dedans, et ils en sont morts. Et avant le sanglier, donc, vous le savez peut-être, c'est un cheval qui a été le premier mort des algues vertes, lié au pourrissement des algues vertes sur une plage bretonne. Quels sont les principaux touchés par la pollution et quelles en sont les conséquences de la pollution de l'eau sur la nature? Ceux qui en général sont les premiers à réagir, ce sont les animaux qui sont tout au bout de la chaîne alimentaire. Et donc les animaux qui sont les plus loin dans la chaîne alimentaire, dans une rivière, il y a des végétaux qui poussent, il y a des petits animaux donc qu'on appelle les zooplanctons qui commencent par manger le phytoplancton, puis ils se font bouffer par les plus gros, les petites crevettes, donc qui ensuite sont mangés par soit des poissons, soit des écrevisses, soit des larves de poissons, soit des larves d'écrevisses. Et donc, pour reprendre la question, les principaux êtres vivants touchés par la pollution sont en général les animaux en bout de chaîne alimentaire parce qu'ils concentrent toutes les pollutions que ceux d'avant ont consommées. Et donc les conséquences de la pollution de l'eau sur la nature, à l'heure actuelle, donc, ce sont des pollutions qui sont essentiellement visibles sur les populations de poissons. Alors je vais vous donner deux exemples de pollution très contrastés. Premier exemple, quand on a des eaux très chargées en éléments chimiques liés à l'industrie, eh bien on peut avoir des mortalités de poissons, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à des poissons qui meurent. Et de l'autre côté, on a de plus en plus en ce moment des poissons qui deviennent presque exclusivement des femelles, parce que dans l'eau, on a des molécules soit issues des traitements hormonaux normaux qui se retrouvent dans les eaux, soit des molécules, par exemple comme l'atrazine, qui est un désherbant utilisé dans les cultures, qui se comporte comme une hormone, et donc le poisson quand il grandit, il a l'impression qu'il a eu un traitement hormonal, et donc il devient fille. Et donc quand on regarde à l'heure actuelle les populations de poissons dans les rivières, c'est essentiellement des poissonnes. Alors c'est une très légère pollution, parce que en tant que garçon, je ne veux pas dire qu'il y ait beaucoup de filles, ce soit un grave problème de pollution, mais vous voyez quand même bien que quand on regarde les populations globales, ça pose un souci de survie des populations. Puis en tant que garçon, je ne trouve pas tout à fait normal que les garçons disparaissent dans les rivières. Vittel se demande si la pollution des milieux aquatiques est réversible. Alors, c'était même pire que ça, la question était est-ce qu'elle est irréversible? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que quand une nappe a été touchée, vous verrez peut-être en géologie le fondement des nappes d'eau souterraine. Une nappe, c'est un réservoir d'eau dans une roche.
ou alors on a des eaux superficielles qui se promènent dans des rivières. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quand on a de l'eau de rivière, c'est une eau très jeune. Et là, c'est simple. Si avant le point de captage de mon eau, je fais bien en termes d'activité humaine avant le point de captage, donc dans le bassin d'alimentation à l'amont du point de captage, eh bien je résous en très peu de mois ou très peu d'années le problème de pollution de l'eau. Par contre, si je suis dans une nappe souterraine qui est très vieille, alors quand je dis très vieille, je vais prendre votre âge à vous et je vais multiplier par un certain nombre de fois. Si c'est 3 fois votre âge, ce qui est l'âge de la nappe, par exemple, de la Beauce, eh bien, la ville de Chartres, avec sa très jolie cathédrale, boit de l'eau qui a 3 fois votre âge. Donc, c'est pas irréversible, mais il va falloir attendre 3 fois votre âge pour que l'eau, au fond, s'améliore quand j'aurai amélioré toutes les activités humaines au-dessus. Et on peut avoir des âges encore beaucoup plus anciens. Donc, c'est pas irréversible, mais il faut être très attentif. Plus on a affaire à une eau qui est un peu ancienne, plus il faut être prudent, parce qu'il faudra attendre très longtemps avant qu'elle redevienne bonne. Existe-t-il de l'eau irrécupérable? Alors, de l'eau irrécupérable, il peut y avoir de l'eau qui va être difficilement récupérable, où nous mettrons longtemps à la récupérer. Alors, je vais prendre deux exemples. Alors, l'un qui est pas loin de la Normandie et l'autre qui sera pas loin de Saint-Miel. Si je prends l'exemple de la Normandie, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'eau à laisser, car il pleut pas mal. L'avantage de l'eau qui coule en Normandie, c'est beaucoup d'eau qui va fonctionner sous forme d'eau de surface. Et l'eau de surface, si à un moment donné j'ai de l'eau de rivière qui est de mauvaise qualité, ce sera de l'eau jeune. Donc en changeant ce que je fais à l'amont de mon point de captage, à l'amont de l'endroit où je m'intéresse à l'eau, je pourrai vite récupérer de l'eau. Si je vais à Saint-Miel, il y a sous les pieds de Saint-Miel une grosse réserve d'eau qu'on appelle la nappe du Doguer, qui est une nappe qui pousse dans le Jurassique. Donc si tout va bien, on trouver des dinosaures de Jurassic Park qui dorment en dessous, là, sous vos pieds. Et dans cette nappe-là, on a une eau qui a à peu près 30 ans d'âge. Donc si cette eau est polluée, et elle commence à se dégrader, ben, il faudra attendre 30 ans pour la récupérer. Donc ça c'est le premier point sur la récupération d'eau. Le deuxième point sur la récupération d'eau, et on le verra tout à l'heure, c'est que ça dépend si les humains mettront beaucoup d'argent pour l'eau ou pas. Si vous mettez beaucoup d'argent pour protéger l'eau, vous y arriverez. Si vous ne mettez pas beaucoup d'argent pour protéger l'eau, eh ben, elle sera irrécupérable. Donc irrécupérable, j'ai envie de dire non. Tout dépend de là où vous serez ensuite, de la façon où vous ferez attention et de l'argent que vous aurez pour faire attention. Comment éviter la pollution de l'eau? Éviter la pollution de l'eau, c'est une des questions les plus difficiles. Alors j'ai pris tout à l'heure les 3 catégories de pollution, donc celles qui venaient des villes, celles qui venaient de l'industrie, celles qui venaient de l'agriculture. Donc je vais traiter rapidement les 3 catégories. Celles qui viennent des villes, pour éviter la pollution, la solution est simple, c'est de mettre en place des stations de traitement des eaux usées. Et il y a des normes maintenant sur le fonctionnement de ces stations, sur les eaux qu'elles doivent relâcher après dans les rivières, et qui permettent d'éviter une bonne partie de la pollution créée par les humains qui habitent dans les villes. Donc les humains, c'est chacun de nous. Le deuxième point sur la pollution, là, je prends le cas de l'industrie, eh bien, c'est de faire en sorte que les industriels utilisent des processus de moins en moins polluants. Alors, il y a 2 raisons qui font que les industriels ont fait des progrès. La première raison, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des crises industrielles, il y a moins en moins d'industrie. Ça, c'est pas une bonne raison, parce que ça enlève de l'emploi aussi. Mais la deuxième bonne raison, c'est que dans les processus industriels, perdre des métaux, par exemple, comme le cadmium, comme le nickel, comme le chrome, comme le plomb, qui sont très polluants, c'est maintenant coûteux. Donc les industriels essayent de récupérer le plus possible de ces éléments pour ne pas trop les perdre. Et je vais terminer par la 3e catégorie de pollution, qui est la pollution agricole. Eh bien, pour éviter la pollution par l'agriculture, il faut adopter des systèmes de culture que l'on dit, nous, en tant qu'agronomes, extensifs.
Alors, je vais prendre deux exemples très contrastés. Alors, je vais parler un peu pour Saint-Miel, et puis après, je parlais pour la Normandie. Alors, je vais d'abord parler pour Saint-Miel. Pour Saint-Miel, par exemple, il est beaucoup plus efficace d'avoir de l'eau protégée si on a de la prairie, surtout si on a la prairie fauchée. Le maïs est, par contre, beaucoup plus embêtant, parce que le maïs nous crée quand même des pertes en nitrates et des pertes en produits phytosanitaires, pesticides, non négligeables. Et si maintenant je reviens à l'essai, quand j'ai comparé tout à l'heure la Bretagne et la Normandie dans laquelle vous êtes, eh bien, si vous pouvez garder les vaches bretonnes, les prairies bretonnes, les pommiers à cidre, et que vous continuez encore à faire du cidre et du fromage à partir de l'herbe, je pense qu'on pourra continuer à dire que tout se passe pour le mieux en Normandie. Par contre, si dans 10 ans la Normandie ressemble à la Bretagne, eh bien, on aura, pour revenir à la question posée par Saint-Miel, on n'aura pas évité la pollution de l'eau en Normandie.